Bonjour tout le monde, on va parler aujourd'hui d'un thème très intéressant qui est l'insuffisance rénale chronique, qui constitue à la fois un problème de santé publique pour des raisons économiques, à la fois diagnostic, on va voir les principaux diagnostics différentiels et aussi étiologiques, vu les nombreuses étiologies de cette entité. Alors, le poids qu'on va suivre consistera en quelques rappels et quelques notions sur la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique. Ensuite, quelques données épidémiologiques et voir quels sont les facteurs de risque, voir les populations qui sont exposées à ces phénomènes. Ensuite, on va parler du diagnostic de la maladie rénale chronique, quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour poser ce diagnostic. Et enfin, on parlera des principales complications de l'insuffisance rénale chronique. En ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale chronique, à savoir l'épuration extra-rénale, on va le voir dans un autre cours. Alors, l'insuffisance rénale chronique consiste en une diminution, et j'insiste, progressive et irréversible du débit de filtration glomérulaire. Ce dernier est le meilleur indicateur du fonctionnement rénal. Donc, elle résulte de l'évolution d'une maladie rénale chronique. On verra après quelle est la différence entre une insuffisance rénale chronique et une maladie rénale chronique. Donc, l'insuffisance rénale chronique résulte d'une non-récupération après une agression rénale aiguë. Je rappelle qu'il y a une différence entre une progression et une aggravation. On verra après au fur et à mesure. Les maladies rénales chroniques sont définies par l'existence depuis plus de 3 mois de l'un des 3 paramètres suivants. Le premier, c'est une insuffisance rénale, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire qui est estimé par la formule MDRD qui est inférieur à 60 ml par minute par 1,73 m, et ou des anomalies rénales morphologiques, c'est-à-dire quand on diagnostique lors d'examens radiologiques comme l'échographie, ou bien histologiques, c'est-à-dire quand on réalise un prélèvement histologique du rein, on découvre qu'il y a des structures histologiques altérées et qui sont en faveur d'une maladie rénale chronique. Pour ces deux anomalies morphologiques et histologiques, les deux conditions, c'est qu'elles soient cliniquement significatives, c'est-à-dire si il y a une réduction, par exemple, de la taille des reins, ou bien une altération de la structure histologique sans qu'il y ait de retentissement clinique, ça ne va pas rentrer dans la définition. Et enfin, le troisième paramètre qui peut rentrer dans le cadre de la définition de la maladie rénale chronique, c'est la présence d'une anomalie dans la composition du sang, à savoir, par exemple, l'augmentation de la créatinine plasmatique, ou bien dans l'urine qui est secondaire à une atteinte rénale, par exemple la découverte du leucocyturie. Alors, l'incidence de l'insuffisance rénale chronique est d'environ 160 par million d'habitants par an, ce qui est quand même un chiffre considérable, puisqu'elle représente est 2 à 3 fois plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Les principales causes d'insuffisance rénale chronique terminale, parce qu'on va voir les différents stades de l'insuffisance rénale chronique, consistent en une néphropathie vasculaire et hypertensive qui représente environ 25% de la population atteinte. Les néphropathies diabétiques qui représentent 22%, et il s'agit essentiellement d'un diabète de type 2. Ensuite, on énumère avec des pourcentages différents les glomérulonéphrites chroniques, toutes causes confondues, les néphropathies héréditaires qui représentent 8%, surtout la polykystose rénale autosomique dominante, et
Enfin, les néphropathies d'origine indéterminée, qui représentent quand même 16% de l'ensemble des causes d'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, pour les populations qui sont exposées, c'est-à-dire les sujets qui sont plus à risque de développer une insuffisance rénale chronique par rapport à la population normale, donc ça justifie un dépistage systématique chez certains sujets, à savoir les hypertendus, les diabétiques, les sujets âgés plus de 60 ans, puisqu'ils sont exposés non seulement à une réduction néphronique, c'est-à-dire la diminution du débit, ou plutôt du nombre de néphrons qui est physiologique, ils sont plus sensibles aux agressions et aux variations du débit de filtration glomérulaire. Les obèses, parce qu'au fait, plus la masse corporelle ou la surface corporelle est importante, plus le rang va être exposé à une surcharge et une hyperfiltration glomérulaire. Cette dernière est à l'origine d'une sclérose et d'un vieillissement progressif des néphrons. Les sujets qui ont des infections urinaires récidivantes, puisqu'ils entraînent une destruction du parenchyme rénal interstitiel tubulaire, ensuite l'affection puisqu'elle est ascendante, donc il va avoir un retentissement sur le fonctionnement rénal, et les lithiases urinaires récidivantes qui ont pratiquement le même mécanisme. Tout obstacle sur la voie excrétrice, puisque ça entraîne une hyperpression en amont d'un obstacle, quelle que soit l'origine, qui est à l'origine d'une destruction du parenchyme rénal et une réduction du nombre des néphrons. Certaines pathologies congénitales ou acquises, où le malade est né avec un capital néphronique qui est déjà réduit, donc il est plus exposé à une maladie rénale chronique, voire une insuffisance rénale chronique. Les patients qui sont exposés à différentes substances néphrotoxiques qui peuvent être médicamenteuses ou toxiques, certains patients qui ont des antécédents familiaux de maladies rénales, donc le contexte de néphropathie familiale, qui est le plus souvent héréditaire, les sujets qui ont des maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé ou certains vascularites, où il existe souvent un retentissement rénal, et enfin certains patients qui développent des infections systémiques où le rein constitue une cible privilégiée de ces infections. Alors, on arrive au chapitre important qui est le diagnostic d'une maladie rénale chronique. Alors, sachez qu'il y a 6 étapes qu'il faut suivre au fur et à mesure pour asseoir le diagnostic d'une maladie rénale chronique. La première consiste à une affirmation de la maladie rénale chronique. On va voir après quels sont les paramètres qu'il faut suivre. Ensuite, c'est préciser son stade, parce que en fonction du degré de l'insuffisance rénale qui est évalué par le meilleur indicateur que je vous ai dit au début, qui est le débit de filtration glomérulaire, on va déterminer différents stades pour cette maladie rénale chronique. Et son rythme évolutif, parce que je vous ai dit qu'il y a une différence entre une aggravation qui est secondaire à une agression rénale aiguë, où le patient peut récupérer le plus souvent, ou bien une progression qui consiste à l'évolution de l'histoire naturelle de la maladie rénale chronique. La troisième étape, une fois qu'on a posé le diagnostic, qu'on a stadifié la maladie rénale, il faut qu'on trouve, qu'on cherche une étiologie. Donc, c'est ce qu'on appelle asseoir le diagnostic étiologique en fonction du contexte clinique, biologique et histologique.
Après, la quatrième étape, c'est évaluer et prendre en charge les facteurs de progression contre lesquels on peut lutter et ralentir la progression de l'insuffisance rénale ou de la maladie rénale chronique, puisqu'on a dit au début que la progression de l'insuffisance rénale chronique est associée à un phénomène irréversible, mais il y a des facteurs contre lesquels on peut lutter et corriger ces facteurs-là. En corrigeant ces facteurs-là, on peut ralentir le rythme de progression de cette maladie rénale chronique. La cinquième étape, c'est rechercher le retentissement, puisque quand le rein ne travaille pas, il va y avoir plusieurs retentissements qu'on va voir après dans le chapitre complications de l'insuffisance rénale chronique, et qui sont le plus souvent retrouvés lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 ml/min par 1,73 m. Alors, la sixième étape et la dernière, c'est rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire et les corriger. Alors, qu'en est-il pour affirmer la maladie rénale chronique? Puisque l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale chronique est une maladie silencieuse qui évolue à bas bruit, donc il y a peu de symptômes cliniques qui peuvent nous orienter vers cette pathologie, à savoir qui sont généralement cliniquement décelables que lorsque la progression est importante, c'est-à-dire qu'à un stade évolué de la maladie. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait avant le mal de Bright, où les patients présentaient une altération de l'état général avec asthénie, anorexie, des troubles digestifs, voire neurologiques et cardiovasculaires qui sont liés au retentissement de la insuffisance rénale ou la maladie rénale chronique et l'accumulation des déchets azotés qui ne sont pas normalement épurés. Donc, il nous faut des paramètres plus sensibles pour dépister ou diagnostiquer cette maladie. Donc, on passe à une étape biologique, certains cas histologiques, et qui nous permettent de diagnostiquer la maladie rénale chronique. Le premier paramètre, c'est le dosage de la créatinine sanguine ou plasmatique. Ce paramètre, il nous permet d'estimer le débit de filtration glomérulaire via plusieurs formules. La plus connue, c'est la formule de Cockcroft et Goethe, qui est malheureusement abandonnée vu qu'elle manque de sensibilité et de spécificité. Parce qu'au fait, cette formule, on l'utilise maintenant que pour ajuster et adapter les doses des médicaments par rapport à la fonction rénale, surtout chez les patients qui ont déjà une dose rénale. Et il y a d'autres formules, à savoir l'MDRD et CKD-EPI. Alors, c'est des formules compliquées avec des calculs mathématiques, mais maintenant, puisque tout le monde a des smartphones, donc il y a des applications qui sont dotées de ces formules-là que je viens de citer. Mais je crois que vous avez un TD sur ça, donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, à partir de la créatine plasmatique, on va estimer le débit de filtration glomérulaire et lui donner une valeur qui, voilà, va nous orienter vers la maladie rénale chronique. Comme je vous ai dit, parmi les trois paramètres, il y a un débit de filtration glomérulaire estimé qui est inférieur à 60 litres par minute par 1,73 m². La protéinurie peut être un marqueur d'atteinte rénale, comme je l'ai dit, qui persiste depuis plus de 3 mois, voire l'albuminurie ou la microalbuminurie, qui est un marqueur précoce de la souffrance endothéliale. Les anomalies du sédiment urinaire, à savoir une hématurie et une leucocyturie, parce que vous avez un TD sur l'hématurie, quelle est la conduite à tenir, on verra après. Les anomalies morphologiques, c'est-à-dire qu'en découvrant par le biais d'échographie, d'imagerie, à savoir les anomalies dues au appareil urinaire, c'est-à-dire le rein,
avec soit une anomalie de taille, de différenciation, etc. Et les anomalies des voies excrétrices qui peuvent être à l'origine d'une souffrance en amont. Les anomalies de l'hémogramme sanguin, c'est le cas de certaines tubulopathies, où il y a une fuite urinaire de certains ions qui traduisent une souffrance tubulaire. Par exemple, une hypocalémie avec fuite urinaire de potassium peut être due à une tubulopathie proximale. Alors, le caractère chronique de la maladie rénale est évoqué sur plusieurs critères. Alors, comme on est des cliniciens, donc il faut qu'on interroge nos patients. Donc, sur des critères analytiques, on peut trouver des antécédents familiaux de maladie rénale qui nous montrent une origine héréditaire, des antériorités de créatinémie élevée, c'est-à-dire certains patients qui ont une créatinine plasmatique qui date par exemple plus de 3 mois, qui était déjà altérée, ça prouve que la maladie rénale chronique, elle était déjà là. Une présence ancienne d'une protéinurie ou d'une anomalie du sédiment urinaire, telles que l'hématurie et la leucocyturie, peuvent aussi nous orienter vers la maladie rénale chronique. Alors les critères morphologiques, c'est l'imagerie. Plus souvent, on commence par un examen simple et qui coûte pas cher et qui est pratique quotidienne, c'est l'échographie où on cherche une diminution de la taille des reins. Parce que le rein, quand il souffre, il présente des stigmates de chronicité, on va trouver une diminution de la taille des reins qui va se traduire par une diminution du grand axe inférieur à 10 cm si on a utilisé l'échographie, ou bien inférieur à la hauteur de 3 vertèbres sur un cliché d'ASP. Sachez que il existe des insuffisances rénales chroniques avec des reins de taille normale. On va les voir après. Troisième critère, c'est le critère biologique qui est présent en cas d'insuffisance rénale chronique évoluée, c'est-à-dire que le retentissement d'une insuffisance rénale à un stade avancé va se manifester par une anémie qui est le plus souvent normochrome, normocytaire et agénérative. Alors, le mécanisme consiste à un défaut de production et d'action d'érythropoïétine, qui est normalement synthétisée par les fibroblastes, entre autres, par un schéma interstitiel rénal, et qui se trouve réduite en cas d'insuffisance ou de maladie rénale chronique. Autre paramètre, c'est l'hypocalcémie, qui rentre dans le contexte des ce qu'on appelait avant l'ostéodystrophie rénale, et maintenant on parle de troubles de métabolisme minéralo-osseux liés à l'insuffisance rénale chronique, dont la principale étiologie, c'est l'absence et la baisse de la production de 1-alpha-hydroxylase, qui est une enzyme essentielle qui entre dans la synthèse de la vitamine D. Pour rappel, la vitamine D qui est native, elle provient soit de l'alimentation, soit de la synthèse sous-cutanée suite à l'exposition aux rayons ultraviolets. Elle va subir une première hydroxylation en position 25 au niveau hépatique pour donner la 25 hydroxyvitamine D et une deuxième hydroxylation au niveau rénal par l'action de la N-alpha-hydroxylase. Donc, donner à la fin la forme active, la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Cette vitamine D, quand elle n'est pas assez produite, elle est à l'origine d'une hypocalcémie. Alors, je vous ai dit
dire des insuffisances rénales chroniques sans qu'il y ait de diminution de taille terrain. Alors je vous invite et je vous conseille vivement d'apprendre ces particularités diagnostiques par cœur. Alors, quelles sont les situations où on peut avoir une insuffisance rénale chronique ou une maladie rénale chronique avec des reins de taille normale? Premièrement, c'est le diabète, puisqu'il y a une situation d'hyperfiltration secondaire à l'atteinte endothéliale, donc le rein va hyperfiltrer au début et il va augmenter de volume, donc même si à un stade avancé, il va subir une fibrose, donc il va réduire de volume, mais sachant qu'au départ, il avait déjà un volume important. L'amylose, où il y a des dépôts amorphes, anistes, craquelés, non extracellulaires, donc il va y avoir une augmentation du volume rénal. L'hydronéphrose bilatérale, c'est logique, s'il y en a un obstacle, donc il va y avoir un allemand, une dilatation des cavités pilocalicielles qui est à l'origine de l'augmentation de la taille des reins, et la polycystose rénale autosomique dominante, qui est une maladie héréditaire caractérisée par la présence de kystes au niveau des reins et hépatique aussi, et qui donne un aspect de rein polykystique augmenté de volume. L'autre particularité, c'est les insuffisances rénales chroniques sans qu'il y ait d'hypocalcémie, parce que je viens de vous expliquer le mécanisme de l'hypocalcémie au cours de l'insuffisance rénale ou la maladie rénale chronique. Alors, quelles sont ces situations où on ne trouve pas cette hypocalcémie? C'est le myélome ou bien les métastases osseuses, parce qu'il y a une libération du calcium osseux qui va corriger soi-disant cette hypocalcémie, donc elle va être masquée. Et certaines causes d'hypercalcémie qui vont se rajouter à une insuffisance rénale chronique qui est déjà connue. L'autre particularité diagnostique, c'est les insuffisance rénale chronique sans anémie. Donc, la principale cause, c'est la polycystose rénale dominante, parce qu'en fait, les kystes peuvent fabriquer de l'érythropoïétine et compenser cette baisse de production et d'action d'érythropoïétine qui est synthétisée par les reins natifs, plus exactement les fibroblastes. Donc, elle va être compensée par cette synthèse qui provient des kystes. Donc, c'est fréquent d'avoir une insuffisance rénale chronique suite à une polycystose rénale autosomique dominante sans qu'il y ait d'anémie. Alors, par contre, on peut avoir des insuffisances rénales aiguës, qui est le principal diagnostic différentiel et qu'il faut éliminer face à une insuffisance rénale chronique, avec l'hypocalcémie et une anémie. Avec les hypocalcémies sont retrouvées lors des syndromes de lyse tumorale, donc toute lyse cellulaire, par exemple une leucémie aiguë ou bien un lymphome avec une chimiothérapie, va entraîner une lyse cellulaire avec libération de anions et cations, à savoir le phosphore qui est un ion principalement cellulaire, va chélater le calcium extracellulaire et entraîner une baisse de la calcémie ionisée. Donc, on va avoir une hypocalcémie. D'autres situations, c'est la rhabdomyolyse, de toutes causes confondues, par le même mécanisme, va entraîner une hypocalcémie. L'autre paire de manches, c'est l'insuffisance rénale aiguë avec une énorme qui peut se voir au cours des hémorragies ou des hémolyses, quelle que soit la cause. Donc, on a diagnostiqué la maladie rénale chronique en suivant l'étape précédente avec les différents paramètres, à savoir anamnestique, morphologique et biologique. La deuxième étape, c'est préciser le stade de la maladie rénale chronique. Alors, en fonction du débit de filtration glomérulaire, qu'on a estimé par les formules que j'ai citées tout à l'heure, à savoir l'MDR, DCK, DEPI, puisque Cockcroft on l'utilise plus, vu qu'il manque de précision. Donc, il est
en général utilisés pour ajuster les doses des médicaments comme d'insuffisance rénale. Et donc, on va statifier cette maladie rénale chronique en fonction du DFG. Alors, sachez qu'elle est classée en 5 stades, avec 2 sous-stades en 3 et 3A et 3B. Le premier stade dit une maladie rénale chronique, c'est-à-dire présence des paramètres qu'on a cités tout à l'heure, à savoir les anomalies histologiques, morphologiques ou bien protéinurie et hématurie qui persistent plus de 3 mois, avec un DFG inférieur supérieur ou égal à 90 minutes. Donc on est au stade 1. Ensuite le stade 2 compte le DFG entre 60 et 89. Le 3 on l'a subdivisé en 3A avec une DFG qui est entre 45 et 59 et le 3B entre 30 et 44. Donc avec ce DFG on peut parler d'une insuffisance rénale terminale qui a un DFG inférieur à 15 ml par 1,73 m. Généralement, c'est à ce stade-là que le rein ne va plus assumer ses fonctions qui sont l'épuration des déchets et d'autres fonctions que vous avez déjà vues dans le cours Introduction en néphrologie. Et c'est généralement le recours à une épuration extra-rénale qu'on va voir dans le cours qui va venir après. Alors pour le stade 5, juste une remarque, quand le patient n'est pas dialysé, c'est-à-dire il ne va pas subir une épuration extra-rénale, on parle de stade 5, pour le mal dialysé, on parle de stade 5D. Et quand il n'a pas été épuré, on parle de stade 5 non dialysé. Alors, sachez qu'en fonction de chaque stade, il y a une conduite à tenir. Par exemple, le stade 1 et 2, il faut qu'on s'acharne à trouver une étiologie et essayer de ralentir la progression de cette insuffisance rénale ou une maladie rénale chronique par un traitement. Donc, il faut aussi éviter les substances néphrotoxiques qui peuvent être à l'origine d'une aggravation ou une progression d'une insuffisance rénale chronique. Il faut aussi prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaires et les autres comorbidités. Donc pour le stade 3, c'est idem pour le stade 1 et 2, sauf que ce stade-là, vu que le DFG ou la maladie rénale chronique est plus évolué par rapport au stade 1 et 2, il faut qu'on prenne en charge aussi les complications de la maladie rénale chronique, c'est-à-dire on commence à avoir le retentissement ou un retentissement de la maladie rénale chronique sur l'organisme. De même pour le stade 3B, sauf qu'à ce stade-là, il faut qu'on mette dans la tête que le patient il a beaucoup dégradé sa fonction rénale et qui n'est pas loin du stade 5, qui est le stade où le rein est complètement détruit et ne peut plus assurer ses fonctions d'épuration extra-rénale. Donc, il faut préparer à une épuration extra-rénale. Dans ce cas, il faut qu'on préserve le capital veineux, il faut éviter de prélever, de ponctionner les veines afin qu'on puisse effectuer une convection d'abord vasculaire. On va voir après dans le cours dédié pour les épurations extra-rénales. Et il faut le vacciner contre l'hépatite B, surtout s'il va être pris en charge en dialyse, parce que ça expose à des infections transmises par le sang, à savoir l'hépatite B et l'hépatite C, genre le VIH. Alors, la vitesse de progression de cette maladie rénale est appréciée, comme je vous ai dit, à partir du débit de filtration glomérulaire. Alors, comment on calcule le déclin annuel? C'est à partir de la formule suivante. C'est le débit de filtration glomérulaire en année, et on diminue du débit de filtration glomérulaire année plus 1.
C'est-à-dire, si par exemple l'année dernière on avait un DFG, cette année on a un DFG, on fait la soustraction et on a le déclin annuel. Donc, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on parle d'un déclin physiologique qui est souvent observé après 40 ans, qui est lié à la réduction néphronique, parce qu'on est tous nés avec un capital néphronique connu et spécifique pour chaque individu, mais qui à partir de certains âges commence à vieillir. Donc on va avoir une diminution de ce débit de filtration glomérulaire. Donc, s'il est inférieur ou égal à 1 litre minute par 1,75, on est dans le déclin physiologique. Il est modéré s'il est entre 1 et 5, et on parle de déclin rapide s'il est plus de 5 minutes par 1,75 m, 73 m² par an. Donc, si on a une rupture de la pente DFG, c'est-à-dire une évolution exponentielle très rapide, il faut chercher une aggravation aiguë surajoutée, surtout si elle est fonctionnelle, par exemple des formations ou des hydratations, et qu'on peut corriger. Alors, la troisième étape, c'est rechercher une étiologie qui peut expliquer cette déficience rénale chronique. Alors, restant toujours clinicien, il faut poser des questions à vos patients. Est-ce qu'il y a un obstacle clinique, plutôt obstacle chronique? Et il ne faut pas se contenter de l'interrogatoire, il faut examiner. Donc on recherche un globe, on palpe, si on peut trouver des gros reins qui nous orientent vers une maladie qui est polykystique, par exemple. Un toucher pelvien, surtout chez l'homme de plus de 50 ans, à la recherche d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Parce que normalement, chaque homme plus de 50 ans doit bénéficier d'un toucher rectal. Aussi, on peut s'aider par l'imagerie, par une échovésicale en recherche un résidu post-missionnel qui peuvent être rencontrés par exemple pour un obstacle bas de la vessie, et aussi une imagerie des reins, des voies extractrices, à la recherche d'une dilatation des cavités pilocalicielles qui peuvent nous orienter vers une origine de l'obstacle. Alors la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que cette néphropathie est d'origine glomérulaire? Parce que dans un contexte de maladie générale, par exemple un diabète, un lupus ou autre maladie immunitaire, le rein peut être une cible privilégiée de cette maladie-là. Les antécédents personnels ou familiaux de protéinurie et d'hématurie aussi. En gros, on recherche ce qu'on appelle un syndrome glomérulaire. Donc, qui est défini par la présence d'une protéinurie, d'une hématurie, parfois une hypertension artérielle et des œdèmes des membres inférieurs. Alors, sachez que la protéinurie, si elle est faite d'albumine ou des gamma-globulines, c'est-à-dire les immunoglobulines, surtout les chaînes légères, donc, est-ce qu'on est dans un contexte néphrotique? Vous allez être sur ça. Ou bien on est dans le cas d'une glomérulonéphrite, c'est-à-dire une prolifération inflammatoire qui touche les glomérules et qui peut se manifester cliniquement par une hématurie microscopique avec des hématies déformées. Et aussi, parfois, on peut avoir des signes hématiques. Ces deux-là, les signes hématiques et les hématies déformées, nous orientent vers une hématurie d'origine glomérulaire, c'est-à-dire qu'elle provient d'une souffrance glomérulaire suite à une glomérulonéphrite. Alors, l'HTA et la rétention hydrosodée, qui sont particulièrement fréquentes et qui se manifestent par des poussées hypertensives, voire des œdèmes des membres inférieurs. Tout ça entre dans le cadre d'un syndrome glomérulaire. La troisième question qu'il faut se poser, est-ce que c'est une néphropathie d'origine interstitielle? C'est-à-dire, si vous avez remarqué depuis le début, on est en train de trouver le cadre nosologique
de l'atteinte rénale. Est-ce qu'elle est glomérulaire? Est-ce qu'elle est interstitielle? Est-ce qu'elle est tubulaire ou bien vasculaire? Vous avez déjà vu ça dans le premier cours Introduction à la néphrologie. Donc, ensuite, les étapes, il faut rester clinicien. Par le biais de l'interrogatoire, on recherche les antécédents urologiques, notamment les infections urinaires hautes, certaines prises médicamenteuses qui sont néphrotoxiques et certaines réactions à des toxines ou des médicaments. C'est ce qu'on appelle un syndrome de néphropathie interstitielle, qui est défini par une protéine urique généralement modérée, inférieure à 1 g par 24 heures, et l'atteinte, ou plutôt le profil de la protéinurie, qui est de type tubulaire par rapport à la glomérulaire, c'est-à-dire qui est composé essentiellement d'autres protéines que l'albumine, à savoir les alpha et les bêta-globulines. Une leucocyturie sans germe aseptique est un élément très en faveur. Les acidoses hyperchlorhéniques avec des trophonies uniques normales qui peuvent rentrer dans ce contexte, l'hypertension artérielle et la rétention d'eau ruisselée, qui peut être soit un œdème des membres inférieurs ou un œdème aigu du poumon, sont généralement plus tardifs, c'est-à-dire qui sont secondaires à la progression de l'insuffisance rénale chronique et son autisme. L'autre syndrome qu'il faut rechercher, c'est le syndrome vasculaire. La même chose, on interroge le patient sur ses antécédents, est-ce qu'il a une hypertension artérielle ancienne ou qui est mal contrôlée, est-ce qu'il a d'autres facteurs de risque vasculaire, est-ce qu'il est allergique, diabétique, il a une hypercholestérolémie, les antécédents cardiovasculaires, savoir des AVC ou des coronariopathies, et est-ce que le patient a eu cette dégradation de sa fonction rénale sous certains médicaments, surtout les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou bien les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, dans un contexte bien sûr de déshydratation extracellulaire. Pourquoi? Parce que le patient ou la patiente chez qui on a prescrit un bloqueur du système angiotensine, ou bien, avant de faire ça, vérifier s'il n'a pas une sténose de l'artère rénale. Parce que s'il y a une sténose de l'artère rénale, il va savoir que cette sténose peut être soit bilatérale, c'est-à-dire sur les deux reins fonctionnels, ou bien unilatérale sur un rein unique anatomique ou fonctionnel. Le rein, comment il va réagir, il va activer son système angiotensine pour essayer de compenser la souffrance endothéliale suite au bac birénal. Donc, il va avoir une vasoconstriction. Et tout en essayant de maintenir un certain débit pour perfuser le rein. Quand on prescrit ça, un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou bien un antagoniste récepteur angiotensine 2, on va rompre cet équilibre qui est crucial pour le rein. Donc le rein qui va se retrouver dans une situation d'hypoperfusion rénale, d'où la suffisance rénale. L'examen clinique aussi cherche une abolition des poux, tout en examinant les poux périphériques et la recherche de souffle, et des anomalies vasculaires au fond de l'œil, par exemple un retentissement d'hypertension artérielle. Certains examens complémentaires peuvent nous orienter vers cette origine vasculaire, à savoir une échographie Doppler des artères rénales, à savoir la sténose des artères rénales que je viens de citer, qui explique le mécanisme d'insuffisance rénale quand on a une sténose des artères rénales et chez un patient qu'on a mis sous bloqueur du système angiotensine. Et le CG, surtout, la recherche d'anomalies à l'échographie cardiaque. Alors, ces néphropathies vasculaires associent à des degrés divers des sténoses des artères rénales, une néphrangiosclérose, voire des emboles de cristaux de cholestérol. Les emboles de cristaux de cholestérol, qui est une maladie qui survient le plus souvent au décours d'un geste minimalement endovasculaire, chez un patient qui est le plus souvent athéromateux, donc suite par exemple pose de stent
ou d'angiographie, on va déplacer cet athérome et il va y avoir des emboles, des migrations de cristaux qui vont toucher pratiquement tous les organes qui sont perfusés, à savoir le rein, la peau, le cerveau, et ça se manifeste par un tableau pseudo-fébrile avec des douleurs abdominales, des signes cutanés, à savoir le livido réticularis. Certains donnent carrément un aspect de gangrène, puisque cet embole va obstruer une artère, et le rein, où ça va donner une insuffisance rénale dans un contexte vasculaire. Donc, la cinquième étape, c'est la recherche d'une néphropathie héréditaire. L'élément crucial, c'est l'anamnèse, où on recherche une notion de néphropathie familiale. L'idéal, c'est de faire un arbre généalogique. Alors, il y a certaines maladies qui sont transmises selon un mode autosomique, qu'il soit dominant ou récessif. À savoir, il y a certaines mutations qui sont de nouveau, c'est-à-dire que cette anomalie n'était pas présente chez les ascendants. Les étiologies les plus fréquentes de maladies rénales chroniques génétiques qui sont diagnostiquées à l'âge adulte sont surtout la polykystose rénale autosomique dominante et le syndrome d'Alport. Donc on arrive à la quatrième étape qui consiste en une évaluation et une prise en charge des facteurs de progression. Et je vous ai dit quelle est la différence entre les facteurs de progression et d'aggravation, à savoir l'hypertension artérielle, la protéinurie, les épisodes d'insuffisance rénale aiguë, et surtout les médicaments ou les produits néphrotoxiques, les apports protidiques, le diabète et le tabagisme. Donc, l'étape qui vient après, c'est quel est le retentissement de cette insuffisance rénale chronique. Autrement dit, cette maladie rénale chronique va avoir des conséquences sur les différents systèmes, à savoir cardiovasculaires. En premier, c'est l'hypertension artérielle, qui peut être soit volodépendante, c'est-à-dire une rétention hydrosodée par insuffisance rénale chronique, réduction du débit de filtration glomérulaire. Donc, il y a une rupture de la balance sodium surtout. Donc, ça va entraîner une rétention de sodium et par la suite d'eau, donc surcharge hydrosodée, qui intéresse d'abord le secteur vasculaire et qui se manifeste par une hypertension artérielle. Cette barrière peut avoir aussi un mécanisme qu'on appelle rénine dépendant, qui est le plus souvent lié à une activation du système rénino-angiotensine qui peut être vue pratiquement dans certaines maladies rénales chroniques, par exemple la sténose de l'artère rénale avec activation du système rénino-angiotensine, ce qu'on appelle les HTA rénovasculaires, ou bien simplement certains glomérulonéphrites ou la polykystose autosomique dominante, la réduction néphronique et la compression kystique des axes vasculaires. Si elle va imiter en quelque sorte cette HTA rénovasculaire et donner une activation du système immunotensif, l'aldostérone. L'athérosclérose et l'artériosclérose et le retentissement cardiaque. Le deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle les troubles du métabolisme phosphocalcique osseux, anciennement appelé l'ostéodystrophie rénale, et maintenant on parle de troubles du métabolisme minéralo-osseux liés à la maladie rénale chronique. Donc, je vous ai dit que c'est dû essentiellement à un déficit en vitamine D active, parce qu'il n'y a plus d'activité en alpha-hydroxylase rénale qui est réduite suite à la fibrose rénale, qu'on va avoir moins de vitamine D active. Donc, il va avoir une hyperparathyroïdie secondaire. L'hypocalcémie qui est une conséquence de cette hypovitaminosité.
et l'hyperphosphatémie qui est le plus souvent liée à la diminution de l'expression rénale des phosphates secondaires à la maladie rénale chronique. Tout ce tableau peut apparaître hypovitaminose D actif avec hypocalcémie, hyperphosphorémie dans le cadre d'une hyperparathyroïdie secondaire à l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale chronique. Les acidoses métaboliques qui résultent d'un défaut d'expression de charge acide, à savoir que notre corps produit 1 millimol par kilo de charge acide H+, qui est éliminé par le rein sous forme d'acidité titrable ou bien d'ammonium. Donc, quand il y a plus de fonction rénale secondaire à l'insuffisance rénale chronique, il va avoir une accumulation de charge acide et qui va aggraver ces lésions osseuses préexistantes qui sont secondaires à l'hyperparathyroïdie secondaire. Là, donc, on était dans l'acidose ou bien les troubles de l'équilibre acide-base. Donc l'acidose métabolique, je vous ai dit que survient au cours d'insuffisance rénale chronique en raison d'un défaut d'élimination de charge acide. Le plus souvent, elle est modérée, sauf si la cause consiste en certaines tubulopathies. Donc elle se manifeste par une diminution des bicarbonates, parce que cette charge acide qui n'est pas éliminée, donc elle va consommer et tamponner ces bicarbonates, donc on va avoir une tendance à une hypobicarbonatémie. Une augmentation faible du trou anionique. Le trou anionique, c'est la différence entre les charges des anions positifs, c'est-à-dire les cations et les anions, donc qui est augmenté quand à l'augmentation d'acide organique. Le pH plasmatique est le plus souvent conservé jusqu'à un stade évolué de la maladie rénale chronique, c'est-à-dire un stade où le rein ne peut plus assurer cette fonction d'équilibre acide-base. Donc, cette acidose va avoir plusieurs conséquences, entre autres un hypercatabolisme protidique, musculaire excessif, ce qui se traduit par une perte de poids, une aggravation des lésions dystrophie rénale, on en a parlé, et une majoration du risque d'hypercalémie, parce que l'acidose métabolique entretient une hypercalémie et l'inverse est réussi. Donc les autres conséquences de la maladie rénale chronique, métabolique, endocrinienne et nutritionnelle, consistant en une dénutrition protéino-énergétique, à savoir par le biais d'un hypercatabolisme, mais aussi l'anorexie, l'hyperuricémie, qui est une conséquence de cette hypercatabolisme des protéines. Donc il va y avoir une libération d'acide urique à partir du métabolisme des purines et une hyperliétémie qui est particulière à l'insuffisance rénale chronique avec un profil spécifique. Il y a certaines modifications des hormones sexuelles, ce qui explique l'impuissance et la fertilité diminuée chez l'homme avec des améliorés et également un risque maternel fœtal important en cas de grossesse chez la femme. Mais la maladie rénale chronique n'est pas une contre-indication sur la grossesse, sauf que la grossesse est un facteur de aggravation, voire de progression de la maladie rénale chronique. Les conséquences hématologiques de l'insuffisance rénale chronique, l'anémie normocytaire régénérative qu'on a vu tout à l'heure, les troubles de l'hémostase primaire, ce qu'on appelle la thrombopathie fonctionnelle liée à l'urémie chronique, et les déficits immunitaires aussi. Les troubles hydroélectrolytiques avec un bilan SED et NO qui est plus souvent positif, ce qui implique la surcharge et l'hypertension artérielle volodépendante, et un bilan d'alimentation qui est plus souvent positif, et ça dépend aussi de l'atteinte ou l'étiologie de la maladie rénale chronique, par exemple certaines tubulopathies héréditaires où il y a une fuite urinaire de potassium, on ne va jamais avoir une vraie hypercalémie menaçante comme on voit dans les autres étiologies.
Donc, on est arrivé à la fin. On a parlé en gros de la définition de la maladie rénale chronique et la différence entre l'insuffisance rénale chronique. Alors, les différentes étapes qu'il faut suivre pour poser le diagnostic de cette maladie rénale chronique, rechercher l'étiologie et les principales complications au retentissement de cette insuffisance rénale chronique. Le prochain cours, on va parler du traitement de cette maladie rénale chronique, à savoir le traitement conservateur, c'est-à-dire avant d'arriver au stade d'épuration extra-rénale, et en même temps les principales méthodes d'épuration extra-rénale, c'est-à-dire le moment où le rein est en ion terminal et il n'arrive plus à assurer ses fonctions, surtout exocrines, notamment l'élimination des déchets azotés. Donc, je vais vous voir le prochain cours qui va s'intituler « Le traitement de l'insuffisance rénale chronique » et je vous laisse les diapos pour revoir ce que je viens d'expliquer. N'hésitez pas à poser des questions et je vous laisse mon mail en bas du cours à la fin du prochain cours. Merci beaucoup et bon courage.